Shift Project œuvre pour le faire vivre auprès des parties prenantes de l'écosystème de la formation et bien au-delà. Donc ce rapport trouve son écho pas plus tard qu'hier, puisqu'est paru dans Le Monde un article sur la publication du 7e rapport annuel du Haut Conseil pour le climat, appelant à un sursaut collectif pour relancer l'action climatique, et que par conséquent la France n'est pas sur les rails pour tenir l'objectif de neutralité carbone de 2050. Donc au préalable, les quelques règles d'usage du webinaire. Donc le webinaire est en cours d'enregistrement. Le replay vous sera envoyé directement dans vos boîtes mail début de semaine prochaine, et il sera également déposé sur notre chaîne YouTube. Donc nous sommes là actuellement sous un format Teams classique, donc vous avez la main sur vos caméras et micros, que nous nous permettons de couper au fur et à mesure pour éviter les petites interférences. Donc vous avez la possibilité, comme d'habitude, de poser vos questions via le chat, mais aussi directement en fin de webinaire. On a prévu un webinaire d'une durée d'1h30 avec 30 minutes dédiées aux échanges à la fin et peut-être aussi en milieu de webinaire. Donc sans plus attendre, j'ai le plaisir de vous présenter nos interlocuteurs. Donc Cécile Decalan, ingénieure de formation et experte formation continue au Shift Project, et Grégoire Frati, secrétaire général de la Fédération nationale des UROF et membre de la Convention citoyenne pour le climat. Donc Cécile se propose de nous présenter les enjeux et actions de ce rapport, avec un zoom sur les compétences des formateurs et celles des apprenants, sachant que le fil conducteur de son propos sera toujours « Pourquoi est-ce un enjeu pour vous, organisme de formation ?» Puis le rapport du Shift Project a produit 7 leviers possibles pour accompagner cette transformation. Et on a convenu que parmi ces 7 leviers, nous ferons une focale sur 3 d'entre eux. Premier levier, comment transformer massivement l'offre de formation en y intégrant la transition écologique. Deuxième levier, comment professionnaliser l'achat de formation. Et le troisième, comment développer des ingénieries pédagogiques favorisant ce passage à l'action. Donc Grégoire est là en tant que grand témoin et il illustrera par le biais de ses fonctions des exemples concrets. Avant de donner la parole à Grégoire et à Cécile, on voulait quand même vous dire qu'on avait bien conscience que pour certains d'entre vous, la transition écologique, tout comme l'IA d'ailleurs, ne sont pas des sujets prioritaires pour le moment, car actuellement vous êtes beaucoup d'entre vous dans un enjeu de survie, à la fois des coupes budgétaires émises par tous les financeurs et aussi à la fois des exigences qui se renforcent afin de garantir un écosystème de qualité, notamment au niveau des contrôles. Pour autant, on se disait aujourd'hui, pourquoi ne pas considérer la transition écologique, puisque c'est notre sujet d'aujourd'hui, dans une logique de survie ou alors dans une logique de rebond. Mais bon, je pense que Grégoire détaillera ses propos. Avant de donner la parole à Cécile, on va envoyer un sondage là, donc des questions directement par le chat. Vous allez en recevoir une première où il faut répondre, je vous l'envoie. Hop, vous allez la recevoir tout de suite. Je vais voir ça parce que je ne peux pas parler en même temps. 3 questions que vous allez recevoir dans le chat où vous pouvez y répondre directement. Cécile, je te laisse la main et merci. Merci beaucoup, Hélène, et merci de l'invitation. Je ne sais pas si tu souhaites que les personnes répondent aux questions avant que je présente un petit peu le contenu du rapport. On va le faire en même temps? Tu On veux va faire en même commencer? temps Ouais. tranquillement, ok. Ouais, merci. Alors moi, je vais vous partager une petite présentation qui récapitule les points qu'Hélène vous a annoncés, tout en vous précisant que l'intégralité du rapport dont je vous présente des extraits aujourd'hui est accessible sur le site web du Shift Project, avec des versions longues, courtes et une version centrée, une fiche acteur centrée sur les organismes de formation. Donc, en fonction de votre intérêt et de votre temps, vous pouvez consulter ces différentes façons de vous approprier donc le contenu de notre travail. Est-ce qu'avant de débuter ma présentation, je peux savoir parmi vous, peut-être avec les petits levées de main de Teams, s'il y en a qui connaissent déjà le Shift Project pour vous présenter plus ou moins rapidement notre association? Ok.
D'accord. Bah, du coup, alors, euh, ah, un petit tiers, un petit quart. Donc, alors, nous sommes donc une association, nous sommes un think tank, donc un laboratoire d'idées, et notre mission, c'est d'accompagner et d'éclairer la décarbonation de l'économie française en aidant des secteurs d'activité à mieux connaître, mieux comprendre leur empreinte carbone, on va dire, au sens large, et surtout à repérer des moyens de la réduire pour atteindre les objectifs de neutralité carbone de notre pays et plus largement de tous les pays signataires de l'accord de Paris, même s'il y a ce recul hein, dont le Haut Conseil pour le climat faisait état derrière. Donc, nous sommes une asso d'intérêt général. Nous avons une façon de travailler qui est éclairée par la rigueur scientifique. Donc, nous nous appuyons sur des faits mesurables en base physique, des quantités de tonnes de CO2, des ressources fossiles ou renouvelables disponibles. Et c'est en mesurant ces éléments-là qu'on va pouvoir nourrir nos argumentaires. Voilà, donc on est une équipe salariée d'une petite trentaine de personnes avec un bureau associatif, ça c'est assez classique. Dans notre bureau, notre président c'est Jean-Marc Jancovici qui est assez connu hein, justement pour médiatiser, vulgariser ces différents sujets. Et puis on s'appuie aussi sur des collègues qui ont une expertise thématique plus pointue, mais qui ne collaborent pas qu'avec nous. Et enfin, nous avons un réseau de bénévoles qui s'appelle les Shifters, qui sont extrêmement nombreux et qui nous aident sur l'ensemble du territoire à porter les messages et à les relayer auprès de différents publics. Donc, on travaille sur des sujets, comme je vous disais, souvent des sujets sectoriels. Hein. Vous voyez quelques exemples ici sur l'industrie. On a un rapport en cours sur le numérique et l'IA. On a publié assez récemment sur l'agriculture. Et puis, on a des sujets transversaux. La question de la résilience des territoires et puis la question de l'emploi et de la formation. Et donc, c'est en menant ces travaux transversaux que nous avons repéré qu'il y avait un rôle particulièrement fort et important pour la formation continue, pour contribuer à la transition écologique. Et c'est l'objet du rapport dont je vous présente les points clés aujourd'hui. Et c'est un rapport qu'on a pu réaliser avec le soutien financier d'un certain nombre de partenaires. Nous sommes financés de façon générale par des membres du Shift, qui sont généralement des entreprises ou des grands acteurs publics, mais qui ne sont pas commanditaires de nos études, dont nous restons totalement responsables et indépendants éditorialement. Donc, ma présentation va s'articuler autour de voilà, comment on a fait cette étude très rapidement, quels sont les enjeux forts qui ressortent, et puis à quel point aujourd'hui nous sommes, écosystème de la formation, prêts ou pas encore prêts à relever ces différents enjeux. On prendra donc un petit moment pour voir, Grégoire, notamment comment toi, ça résonne pour toi dans ton expérience et ta pratique et celle de ton réseau. Et puis, je vous présenterai donc quelques leviers qui permettent de faire évoluer cette situation. Alors, quand on a donc décidé de faire ce rapport, notre intention, c'était déjà de mettre le sujet à l'agenda de l'écosystème d'acteurs de la formation. Puisque finalement, un certain nombre d'OF, peut-être certains d'entre vous, d'OF, mais aussi d'OPCO jusqu'à il y a quelques années, de grands financeurs de la formation, pensaient que ce n'était pas forcément un sujet très important pour eux. Donc le premier point, c'était de pouvoir se donner une grille de lecture de pourquoi c'est un sujet important pour la formation continue. Et c'est tant une grille de lecture pour les acteurs de l'emploi et de la formation, mais également pour les acteurs de la transition écologique. Et je pense notamment à un certain nombre de mes collègues ici au Shift Project qui disent « Ah bon oui, la formation, on ne voit pas bien forcément le rapport ». Donc il s'agit aussi de donner aux acteurs de la transition des éléments de repère par rapport à ce que peut faire la formation. Donc une analyse de ce qui se fait et d'à quel point l'écosystème aujourd'hui est mobilisé et donc des leviers. Et quand on parle d'écosystème, vous voyez qu'on a eu une ambition assez large de pouvoir intégrer le point de vue de tous ces différents acteurs. Donc en matière de stagiaires, on s'est intéressé autant aux salariés qu'aux stagiaires en recherche d'emploi, également aux agents de la fonction publique, des fonctions publiques, et puis aux travailleurs non salariés, même si ce n'est pas ceux sur lesquels il est le plus facile d'avoir des informations sur les pratiques de formation.
On s'est intéressé aux acteurs publics en tant que régulateurs, en tant que financeurs, en tant qu'employeurs, en tant qu'accompagnateurs aussi hein, de l'orientation et de l'insertion professionnelle, aux entreprises et à ce qui les rassemble, donc à savoir leurs branches, et puis avec le rôle tout particulier des OPCO, et puis aux organismes de formation dans toute leur diversité. Hein. Vous le savez, le plus grand nombre, ce sont des formatrices et des formateurs indépendants, mais il y a aussi de plus grands acteurs et on va voir effectivement des différences dans la façon dont le sujet est approprié. Et nous avons dû, en démarrant notre étude, rompre avec notre amour des chiffres au Shift Project, puisque ce qu'on a très vite constaté, c'est qu'il y avait très peu de données qui permettaient de mesurer l'effort de formation pour la transition écologique. Alors c'est un petit peu moins vrai depuis notre publication, puisque vous le savez peut-être, le ministère du Travail a publié une liste de formats codes qui sont aujourd'hui étiquetés pour la transition écologique. France Travail a également dans sa dernière version du ROM 4.0, étiqueter un certain nombre de métiers et de compétences en lien avec la transition écologique. Mais ces démarches sont encore, je dirais, relativement émergentes et ne permettent pas de mesurer la part dans l'effort de formation aujourd'hui qui va vers des compétences importantes, et je vais vous dire plus précisément de quoi on parle. Et donc, on a été, du coup, dans une approche beaucoup plus qualitative, avec des entretiens avec des acteurs de tout cet écosystème que je viens de vous présenter, des focus group, dont un, et je te remercie à nouveau, Hélène, hein, qu'on avait pu organiser avec des adhérents du Synopdes, et puis des ateliers collaboratifs où on a réuni justement différents points de vue pour travailler sur des problématiques assez brûlantes. On a aussi une pratique au Shift Project qui est de publier nos rapports intermédiaires en invitant un commentaire. Et c'est vraiment une façon de s'assurer que ce que nous analysons et ce que nous écrivons n'est pas fait en chambre, un peu loin du terrain. Alors moi, je suis je me suis pas présentée, pardon, je suis une ancienne professionnelle de la formation. C'est un secteur dans lequel j'ai exercé pendant plusieurs décennies. Avant de venir au Shift Project. Mais malgré tout, c'est hyper important de travailler, de construire ces rapports avec les acteurs pour vérifier voilà, à quel point ça vous parle dans toute la diversité de ce qu'est la formation continue aujourd'hui. Et puis pour enrichir encore ce travail, nous avons pu mener avec le soutien de BVA une enquête auprès des acheteurs de formation, donc tous les gens qui sont en charge de la formation pour leur entreprise, leur asso, leur établissement public, et pour voir un petit peu à quel point aujourd'hui ils achètent ou pas et sur la base de quels critères des actions de formation. Et je pense que ça pourra notamment vous intéresser de découvrir quelques-uns de ces résultats aujourd'hui. Et puis l'ensemble des résultats, là aussi, est accessible sur notre site. Et c'est toujours, je pense, intéressant d'avoir des données un petit peu marketing comme ça sur ce sujet. Alors, les enjeux, vous voyez que nous sommes assez finalement affirmatifs, puisque nous disons que sans formation, il n'y aura pas de transition écologique. Alors, pourquoi est-ce qu'on peut affirmer ça de façon aussi assurée? Il y a trois raisons. D'abord, on a besoin de compétences nouvelles pour la transition écologique, et ceci, c'est vrai dans l'ensemble des métiers. Donc, on est bien en train de parler des 30 millions d'actifs qui vont devoir intégrer de nouvelles compétences pour répondre à ces défis. Et il y a trois types de compétences. Il y a des compétences métiers, par exemple, hein, dans le bâtiment, qui est un sujet d'ailleurs sur lequel nous sommes en train de poursuivre les travaux. Eh bien, on a besoin de travailler avec de nouveaux matériaux, plus biosourcés. On a besoin d'intégrer de nouvelles exigences réglementaires pour pouvoir faciliter des économies d'énergie. On peut avoir aussi, alors pardon, mes affichages sont un petit peu fantaisiste. J'avais un autre exemple de compétence métier qui était dans un autre univers complètement, hein, qui est celui de l'aide et du soin à domicile, dans laquelle je sais que l'ESS est bien présente. Quand on voit les enjeux d'adaptation au changement climatique, on voit aussi que ça impose que les équipes d'intervention à domicile puissent se former pour pouvoir accompagner leurs usagers dans la prévention et la réaction. Et je crois qu'on l'a vécu ensemble hein, ces jours derniers, d'usagers exposés à de fortes chaleurs. Donc, premier groupe de compétences, et ce sont seulement quelques exemples ici, qui vont nous obliger à changer les gestes professionnels.
Il y a un deuxième niveau de compétences, qui sont des compétences qui ne sont pas nouvelles, que certainement vous développez déjà dans beaucoup de vos actions de formation, mais qui sont particulièrement indispensables pour la transition écologique. Il y a des compétences autour de l'accompagnement du changement, autour de la communication. Ce qu'on nous a beaucoup cité aussi, ce sont des compétences de coopération et de co-construction. Par exemple, dans une filière professionnelle ou dans une chaîne économique, comment on co-construit avec ses fournisseurs, avec ses clients, des solutions, ici avec un exemple dans le domaine de la logistique. Et puis enfin, il y a un socle de connaissances également qui sont indispensables. Comprendre de quoi on parle quand on parle de transition écologique, qu'est-ce que ça veut dire dans un secteur donné. Alors, assez souvent, on pense à la formation comme un moyen justement déjà de connaître et de s'approprier de nouvelles normes réglementaires, mais ça peut être aussi des enjeux. Je pense par exemple au domaine du commerce, où finalement on voit des transformations dans les modes de consommation, dans les usages d'emballage, d'approvisionnement, qui vont être importants à intégrer pour n'importe quel commerçant, commerçante. Donc un premier enjeu, niveau d'enjeu extrêmement important, c'est de connaître et de pouvoir développer ses compétences. Deuxième enjeu, il y a des transformations sur l'emploi même. Il y a, je dirais, en volume assez peu d'emplois nouveaux qui émergent en lien avec la transition écologique. Il y en a, hein, bien sûr. On peut penser au métier du développement durable, au métier de l'économie circulaire. Mais il y a surtout des transformations dans des métiers existants, avec des métiers et des secteurs dans lesquels l'emploi va augmenter du fait des stratégies de décarbonation. Alors, on peut penser évidemment aux énergies décarbonées, on peut penser au transport décarboné. Dans le domaine de l'agriculture, il y a des aspects qui vont augmenter les effectifs, hein, par exemple autour de pratiques sur des exploitations plus petites en agroécologie, et puis d'autres effectifs qui sont peut-être au contraire amenés à se réduire, notamment dans le domaine de l'élevage. Et vous avez donc à l'inverse, hein, dans le domaine de secteurs très émetteurs, des réductions d'effectifs qui sont déjà en train de se manifester. Ben, on peut penser à la construction de moteurs thermiques pour le secteur automobile, au transport routier qui est d'ores et déjà en diminution dans les volumes transportés, hein, même si ça peut être un peu paradoxal, les métiers restent en tension de recrutement à très court terme, et puis différents types de transports. Donc il y a ici un très fort enjeu, hein. Le solde global, quand on l'estime, il est plutôt positif avec quelques centaines de milliers de créations d'emplois. Mais bien évidemment, la question, c'est pas le solde global, c'est comment on s'assure d'accompagner à la fois le recrutement et la montée en compétences des emplois qui vont augmenter. Et puis surtout, on anticipe et on accompagne les salariés dans les emplois qui sont amenés à se réduire. Et là, bien sûr, bah, la formation a un rôle extrêmement important. Le secrétariat général à la planification économique estime par exemple que d'ici à 2030, vous voyez, il y a un petit peu moins d'1 million d'actifs qui sont à former, à recruter, et ceci, c'est en plus des jeunes sortant du système éducatif pour les secteurs clés de la planification écologique. Donc un effort très important qui est attendu de la formation. Et puis enfin, et ça, évidemment, je sais qu'au Synodès, vous avez ça à cœur. La formation, c'est pas simplement un outil d'adéquation aux besoins de main-d'œuvre, c'est aussi un outil de transformation culturelle. Et c'est vrai que la formation peut permettre justement d'embarquer hein, dans les organisations, les équipes pour s'approprier de nouvelles façons de produire, de nouvelles façons de distribuer, de nouvelles façons de travailler, plus compatibles avec les limites planétaires. Et plus largement, hein, il y a un rôle aussi émancipateur et citoyen de la formation qui nous permet d'être moins impuissants aussi face à ces menaces climatiques qui sont très fortes et de retrouver notre pouvoir d'agir grâce à la formation. Alors voilà donc des enjeux très forts qu'on a besoin de relever. Alors par rapport à ça, ce que nous avons pu voir hein, dans les entretiens menés, et vous voyez c'est résumé de façon un peu schématique, c'est que la formation n'est pas encore prête. Elle n'est pas du tout encore à la hauteur des enjeux que je viens de vous présenter, même si il y a des initiatives. Hein, il y a des initiatives assez nombreuses, assez intéressantes. Vous verrez des exemples dans notre rapport, mais de façon systémique, organisée, on n'est pas à la hauteur de ces enjeux.
Et je vais vous l'illustrer par quelques étapes clés de la mise en œuvre des actions de formation, que ce soit au niveau d'une action singulière ou au niveau d'une filière économique, d'un secteur ou d'une région, par exemple. En matière d'identification des besoins en compétences, hein, la pyramide que vous voyez là, si on la concrétise pour une entreprise donnée ou pour une région donnée, ce que l'on voit, c'est qu'il y a pas mal d'études prospectives qui sont menées, mais malgré tout, les besoins restent difficiles à repérer pour les entreprises, pour les employeurs et pour les organismes de formation. Et du coup, quand les besoins sont difficilement repérés, le matériel prospectif il est assez peu connu, donc assez peu utilisé, eh bien, ça ne se traduit pas dans les plans de développement des compétences ou dans les catalogues de formation. Et ça tarde à se traduire également dans les référentiels de certification. La demande, et ça c'est un point particulièrement problématique, est encore assez atone. Et quand la demande n'est pas au rendez-vous, vous le savez, c'est tout le reste du cycle de formation qui se met en attente de cette fameuse demande. Du côté de l'offre. Voilà, c'est ça qui se passe. Donc, on s'attend un petit peu, on rentre dans ce qu'on appelle souvent en matière climatique le triangle de l'inaction, hein. Donc, les organismes de formation attendent la demande des employeurs, les employeurs attendent l'impulsion de leurs propres clients ou de la réglementation des pouvoirs publics et on peut s'attendre comme ça encore longtemps. Dans les formations mises en œuvre, ce qu'on constate, qui est fait jusqu'à présent, c'est surtout des actions de sensibilisation, hein. C'est le bas de notre pyramide. Ça n'est pas neutre, mais c'est très largement insuffisant par rapport aux défis que nous avons besoin de relever. Et du coup, eh bien, on ne voit pas encore assez, on ne peut pas encore assez mesurer de mise en pratique et donc d'impact en termes de décarbonation dans les milieux de travail. Pour détailler un peu des points qui pourraient être particulièrement sensibles pour vous, nous, les organismes qu'on a interviewés dans ce rapport, se sont dit dans leur très large majorité prêts à faire évoluer leur offre, hein. Ils voient aussi, peut-être le constatez-vous, que des donneurs d'ordre, des régions, France Travail par exemple, hein, mais aussi des grands donneurs d'ordre privés qui eux-mêmes voient arriver ceci de plus en plus dans leur cahier des charges, ont des exigences. On pourra en reparler hein, avec le levier sur les achats de formation, exigences qui ne sont pas forcément au bon endroit, mais faites votre bilan carbone. Voilà, donc il y a des exigences RSE qu'on voit apparaître et qui amènent à faire bouger. Alors, de façon schématique, il y a un petit peu 3 cas de figure dans les organismes de formation qu'on a vus. Vous avez les gros acteurs publics, parapublics qui bougent. L'AFPA, typiquement, met en place un certain nombre d'incubateurs métiers dans les filières d'énergie décarbonée. Elle a mis en place une école de l'eau, une école du recyclage et de la ressourcerie. Le CNAM a créé une école des transitions écologiques, une école de l'énergie. Enfin bon, il y a des initiatives qui sont mises en œuvre. Du côté des généralistes privés, ils nous ont dit plutôt dans l'ensemble qu'aujourd'hui, ils ne rencontraient pas beaucoup de demandes chez leurs clients traditionnels. Et puis, on a vu également des spécialistes émergents qui apparaissent et qui rencontrent un certain succès. Je pourrais donner par exemple l'exemple de la Solive, qui est un organisme assez récent, hein, qui a quelques années, et qui forme des professionnels pour la rénovation énergétique du bâtiment et qui rencontre beaucoup de succès dans le remplissage de ces formations et dans les débouchés ensuite professionnels pour ces stagiaires. Ce qui n'aide pas aussi dans l'évolution de l'offre, c'est que la mise à jour des certifications, elle reste encore très aléatoire puisque c'est à la bonne volonté des certificateurs qu'on va ou pas faire évoluer les référentiels. Alors vous le savez peut-être, le ministère de la Transition écologique vient de publier ou est en train de publier, pardon, je ne suis pas exactement sûre du statut, un vade-mecum pour aider à intégrer de façon plus systématique et plus harmonisée les besoins de la transition écologique dans les référentiels. Donc, ceci devrait concourir à une meilleure prise en compte. Et puis, il y a un dernier point, et on aura peut-être l'occasion d'en reparler avec vous, qui est, moi, je voudrais bien mettre en œuvre avoir une offre plus importante autour de la transition écologique, mais j'ai déjà du mal à recruter des formateurs. Alors, trouver des gens qui sont compétents dans ce domaine-là, qui connaissent bien les sujets, c'est une difficulté pour un certain nombre d'entre vous. Du côté de la mise en œuvre, ce qu'on a constaté, donc je vous le disais, c'est beaucoup d'actions de sensibilisation hein, sur les
enquêtés de notre questionnaire BVA, voyez qu'un grand nombre ont fait quelque chose au cours des 2 dernières années, que ce soit de la formation, de la sensibilisation, mais il s'agit très largement d'actions très courtes et de sensibilisation. Donc, c'est un premier souci, ça c'est le constat pour les actifs qui sont en poste. Les formations longues, on les voit apparaître pour les demandeurs d'emploi, mais ça reste, je dirais, très, très minoritaire. France Travail estimait à 4% des formations financées en 2023, des formations qui sont, je dirais, dédiées à la transition écologique, et c'était principalement dans le domaine de la rénovation énergétique du bâtiment. Autre souci dans ce qui se fait, ce sont les publics formés. Vous voyez qu'on va former principalement les cadres, les membres de la direction. Or, le secrétariat général à la planification écologique, je vous ai cité tout à l'heure le chiffre de 880 000 actifs à former dans les domaines de la transition écologique. Et sur ces actifs, eh bien, plus de 90% sont des ouvriers et des techniciens. Et vous voyez que ce ne sont pas les publics aujourd'hui qui bénéficient de ces actions de formation. Donc, il y a un décalage important dans ce qui se fait aujourd'hui. En revanche, du point de vue des effets de la formation, alors on sait bien sûr que évaluer les effets d'une formation, c'est compliqué. C'est difficile, et donc là, les éléments que je vous présente sont des éléments déclaratifs et on peut effectivement les relativiser. Mais nos enquêtés étaient plutôt positifs sur les effets des actions qu'ils avaient mises en œuvre. Très positifs en termes d'implication de leurs salariés. Donc, vous voyez, cet enjeu de la formation nous permet d'embarquer, nous permet de gagner la transformation culturelle nécessaire pour les changements de pratiques professionnelles. Mais aussi, pour plus de la moitié d'entre eux, ils voient des effets positifs en termes d'évolution des pratiques professionnelles et même en termes de réduction de l'impact environnemental de leur organisation. En revanche, utiliser la formation pour pouvoir sécuriser des parcours professionnels, et on pense ici à nouveau aux personnes dont l'emploi va être menacé par des stratégies de décarbonation, c'est encore un volet qui est un petit peu en retrait et mis à l'écart dans ce qui est fait aujourd'hui. Donc voilà pour quelques éléments un peu saillants de l'état des lieux. Et je vais peut-être te repasser, Grégoire, la parole pour pouvoir voilà, réagir et puis ajouter ton regard à cet état des lieux. Merci beaucoup Cécile, donc bonjour à tous, Grégoire Frati, secrétaire général de la Fédération nationale des UROF, et merci Cécile pour cette présentation qui vient rappeler certaines réalités sur les enjeux qui sont les nôtres pour les organismes de formation, et sur ce diagnostic moi que je partage, quand je regarde le thermomètre de terrain, en fait il est un peu en surchauffe. Le rapport du Shift affirme sans formation pas de transition, et moi j'ai envie de compléter, en fait sans transition, plus de formation. Parce que la transition écologique, elle va être l'un de nos grands chantiers collectifs, elle transformera inévitablement nos structures et nos métiers, et tous les enjeux qu'on a vus là, du coup, ils vont nous impacter, et on a peut-être un avantage déjà, c'est que la transformation des OF, des organismes de formation, nous on connaît, on sait faire. Ces dernières années, notre secteur il a déjà connu plusieurs bascules qui ont été source de difficultés, d'investissement et de transformation. Je vais en citer deux, mais qui sont deux exemples pris dans tout ce qu'on a pu connaître comme transformation. On a vu les changements réglementaires autour de la qualité. Quand il y a eu Calliope, on a dû se transformer, on a dû transformer nos pratiques, on a dû se mettre en adéquation avec des contraintes réglementaires. Et plus récemment, on a eu un autre changement qui a été celui du digital et du distanciel. Quand on a eu la vague du Covid qui est arrivée, on a dû transformer nos pratiques, transformer nos formations, nos référentiels, nos manières de faire de la formation a été complètement repensée. Donc la transformation, on sait faire. Et pour la transition écologique, on a un choix. Est-ce qu'on va pouvoir faire une transformation voulue, ou est-ce qu'on va devoir attendre et du coup avoir une transformation subie? Et ça, pour moi, c'est l'enjeu pour nous, organismes de formation. Parce qu'entre les changements réglementaires qui commencent de plus en plus à imposer le bilan carbone à nos structures, la transformation de la demande qui va réclamer des modules sur les éco-gestes, nous avons face à nous une croisée des chemins. Et ces enjeux, qui en fait pour nous sont des enjeux de survie, la commande de formation de demain, elle sera écologique, il faut qu'on l'anticipe, il faut qu'on en investisse, que l'on se mette en mouvement. Alors Cécile, tu as donné ce chiffre, mais moi je vais quand même insister dessus. Sur les centaines de milliers d'emplois qui vont être créés par la transition environnementale, la grande majorité concerne des publics à 90% d'ouvriers, de techniciens. Donc ce sont nos publics. On est loin de l'imaginaire des métiers verts, Bac+8, autour de l'avion vert ou du nucléaire. Nos OF, ils ont un rôle à jouer.
Et il va falloir qu'on arrive à mettre tout le monde autour de la table pour le rappeler et pour voir comment est-ce qu'on met ça en œuvre. Mais comment? Parce qu'en fait, si la grande majorité de nos structures se soucient de la question environnementale, je vais reprendre les chiffres de l'enquête Exopé-Synovdes en 2023. 93% des répondants à cette enquête indiquaient avoir une responsabilité particulière dans la mise en œuvre de la transition écologique en tant qu'employeur. En fait, il reste beaucoup à faire sur la mise en œuvre opérationnelle de cette volonté, parce que les mêmes répondants, ils disent, ils veulent avancer, ils veulent s'engager, mais ils ont des freins à cette transformation, dont notamment le besoin d'outils de mise en place prêts à l'emploi, un manque de formation à la transition écologique également destiné aux dirigeants associatifs, et ils ont besoin également d'un accompagnement sur le terrain. Donc il y a une envie, il y a une volonté partagée de s'engager, mais en fait sur le terrain c'est beaucoup plus disparate. Déjà pour beaucoup il faut survivre, et pour l'engagement on verra plus tard. Et la question qu'on peut se poser c'est en fait est-ce qu'il faut choisir? Parce que le constat, comme je te le disais Cécile, je pense qu'on le partage, il y a un cap clair. Néanmoins, le terrain aujourd'hui n'a pas de boussole, il est un petit peu perdu. On a une direction, mais comment est-ce qu'on outille les formateurs, les coordinateurs, les dirigeants pour prendre cette route? Et les OF pleins de volonté, mais seuls, enfin les OF, ils sont pleins de volonté, oui, mais seuls, ils sont impuissants. Ils attendent plusieurs choses, ils attendent un cadre clair, une commande lisible, des moyens adaptés. En fait, on est des leviers de transformation, mais sous pression constante, entre les appels d'offres, les certifications, les problèmes de recrutement, les budgets. En fait, on nous demande de former à la sobriété, mais nous, nos budgets, ils sont à sec. Alors oui, c'est sobre, mais en fait, c'est peu efficace. Et la question, c'est comment est-ce qu'on change un peu ce paradigme? Parce que si on doit former 30 millions d'actifs à la transition, avec des certifications figées, des financements qui ignorent le temps de conception et de transformation des référentiels, ou des acteurs de la formation qui travaillent isolés, bah en fait, on n'y arrivera pas. Il faudra qu'on repense cette manière de créer des parcours de formation, et notamment essayer de retrouver bien souvent un dialogue perdu avec les employeurs et les financeurs. Parce que ces enjeux de survie que connaissent bien nos publics, il faut qu'on sorte de cette dissonance entre la fin du monde et la fin du mois. Je vais en finir par là, parce que il y a l'étude du labo de l'ESS sur la transition juste, et il disait ces quelques mots que je vais vous lire. Concilier fin du mois et fin du monde au profit d'un même combat semble dès lors crucial pour parvenir à une transition systémique, inclusive et soutenable. Et ce n'est qu'en s'appuyant sur l'expérience et le savoir-faire de chacun, tout en conjuguant nos efforts, que nous parviendrons collectivement à changer de modèle face aux défis environnementaux et sociaux actuels. Alors là, moi, voilà, en tant que tête de réseau, j'y vois un de mes premiers rôles, ça va être de mobiliser les structures autour de ces enjeux de transition écologique, afin que le mur des réalités que l'on voit arriver, que l'on voit venir, bah, ne vienne pas les surprendre dans les luttes du quotidien. Parce qu'il ne faudra pas choisir entre s'engager pour une transformation écologique et la transformation de nos structures. Et il va falloir qu'on arrive à faire le deux, tout en survivant et en accompagnant nos publics. Et en fait, c'est une complexité à plusieurs lectures, mais encore une fois, je le disais plus tôt, on sait faire, on sait se transformer. Et je pense que là, on va pouvoir parler des leviers, et j'aurai l'occasion de présenter en tant que tête de réseau qu'est-ce que nous, on propose comme levier pour justement accompagner cette transformation pour les organismes de formation. Et je pense que de toute façon, il faudra qu'on arrive à collectivement mettre en avant ce qui est fait, mettre en avant les pépites qu'on a dans nos territoires qui arrivent avec des pratiques innovantes, engageantes, et il faudra qu'on arrive à mutualiser. Et dans l'économie sociale et solidaire, il y a quelque chose que l'on sait faire, c'est mutualiser, c'est coopérer, et je pense que là, bah voilà, on va devoir retourner sur nos fondamentaux pour avancer sur cette question de la transition environnementale. Donc, avant de passer au levier plus opérationnel que nous, on souhaite mettre en place, je vais repasser la parole peut-être à Hélène si tu veux faire un tour de questions-réponses, et après à Cécile pour qu'elle nous présente les leviers préconisés par le Shift. Voilà pour moi, pour un premier niveau de réaction, en tout cas avec, je crois, de l'envie d'engagement, malgré des difficultés du quotidien qui sont assez partagées, je crois, par beaucoup de nos OF dans les territoires. Merci Cécile, merci Grégoire, effectivement, c'était très engageant. Est-ce que l'un d'entre vous souhaite réagir? On continue, vous pouvez faire par chat ou lever la main, c'est comme vous le souhaitez. Cécile, je te repasse la main pour les leviers. Absolument. Merci. Merci beaucoup. Et tu as parlé de coopération, Grégoire, et je voudrais déjà préciser que alors, ces leviers, comme l'ensemble du rapport, nous les avons, je dirais, coécrits, en tout cas écrits en consultation très large avec
les acteurs de l'écosystème que je vous ai présenté tout à l'heure, ça c'est particulièrement important. Et l'autre point particulier, c'est que ces leviers sont à mettre en œuvre de façon conjointe. Évidemment, l'effort, il est important et il ne peut pas porter sur une seule catégorie d'acteurs ni sur un seul acteur. Donc, il faut faire ensemble. Alors, vous avez vos fédérations, vos réseaux, c'est hyper important, mais c'est aussi faire avec les acteurs du territoire, les entreprises, et c'est comme ça qu'on les a imaginés. Donc, cet levier est une clé de voûte sans laquelle les autres leviers ne seront pas nécessaires. Ben, ça, c'est d'évidence, hein. La formation, c'est au service d'un cap stratégique, c'est au service d'une ambition. Et quand la formation porte et sert les enjeux de la transition écologique, elle doit s'appuyer sur un plan, sur une stratégie de transition écologique. Ça peut être au niveau national, hein. Nous avons une stratégie nationale bas carbone, nous avons un plan national d'adaptation au changement climatique. Ces éléments-là requièrent des compétences, c'est important de les connaître. Après, ils se déclinent dans des filières. Si vous êtes spécialisé sur un secteur, ben, j'espère que vous connaissez, quand elle existe, hein, tous les secteurs n'ont pas nécessairement formalisé suffisamment hein, leur stratégie en matière d'atténuation et d'adaptation au changement climatique, mais c'est bien au service de ces stratégies-là qu'on s'inscrit. Et donc sur cette base-là, effectivement, 7 leviers prioritaires qui sont détaillés beaucoup plus dans notre rapport pour pouvoir justement réussir à faire la transition grâce à la formation et peut-être aussi aider la formation grâce à la transition. Donc, je vais détailler les 3 duos plus largement. Je vous dis un tout petit mot des autres. Le premier, c'est d'utiliser la formation pour mobiliser les décideurs. Et aujourd'hui, il est important, il y a des actions de formation qui sont faites, assez nombreuses, hein. Vous avez vu que les dirigeants, les cadres se formaient, mais il nous paraît particulièrement important de pouvoir les mobiliser grâce à des actions qui leur permettent de prendre conscience très concrètement dans leur secteur, sur leur territoire, des impacts du changement climatique, de l'urgence d'agir, du risque de ne pas agir. Et ça, c'est un point qui est souvent un peu oublié dans les actions de sensibilisation pour les décideurs et les dirigeants. C'est aussi les impacts que ça a sur l'emploi et les compétences. On pense toujours que l'emploi et les compétences, ça va suivre, et ces impacts ne sont pas forcément assez identifiés et du coup préparés. Un deuxième levier, c'est un levier qui concerne le dialogue social. Aujourd'hui, le dialogue social environnemental, il est très défini par la réglementation, mais il ne vit pas. Donc, il a vraiment besoin de vivre et de s'animer beaucoup plus fortement, que ce soit au niveau des entreprises et des branches, mais également dans la gouvernance des instances paritaires qui sont assez nombreuses dans le champ de la formation professionnelle. Les OPCO sont gouvernés par des instances paritaires, mais vous avez aussi beaucoup d'instances telles que les CRIFOP, par exemple, hein, où on va retrouver les partenaires sociaux et où ils ont un rôle important à jouer. Donc là, on peut faire beaucoup mieux. Toujours au niveau du territoire, c'est un niveau évidemment particulièrement intéressant en matière de formation, parce que les régions ont le mandat de la formation professionnelle et également celui de la planification écologique et la mise en œuvre des COP, hein, les conférences des parties, les COP régionales. Donc, ils vont définir pour chaque région ce plan écologique, sont une très bonne occasion d'intégrer un volet emploi-compétences et de le piloter avec les acteurs de l'emploi et de la formation, mais aussi les acteurs du développement économique et de l'aménagement du territoire. Un dernier volet, enfin, qui est celui de l'orientation. C'est important que le service public de l'orientation, et on va aussi avoir un temps de partage comme ça avec le réseau qui est animé par France Compétences, hein, donc tous les réseaux Avenir Actif, France Travail qui a aussi été très impliqué dans nos travaux, puisse doter ses conseillers et ses conseillères de moyens de mieux connaître les opportunités professionnelles et la transition écologique et de pouvoir orienter les salariés, les demandeurs d'emploi vers les opportunités de formation qui y préparent et qui y accompagnent. Et donc, je vais zoomer sur la question de la transformation massive de l'offre de formation. Alors, le premier point qui est important, c'est d'arrêter de faire ce que je fais trop, c'est-à-dire de parler de transition écologique d'une façon hyper abstraite et hyper hors sol. En fait, intégrer la transition écologique dans vos formations, c'est évidemment le faire dans le langage du métier concerné.
Donc, ça va être de parler de performance énergétique à des gens qui travaillent dans le domaine de l'immobilier. Ça va être de parler d'achat en circuit court aux personnes qui sont dans la fonction approvisionnement. Donc, vraiment de le décliner très concrètement dans le langage du métier, dans l'ensemble des certifications et des formations qui existent. Et évidemment, ça passe par un temps de formation aussi pour les gens qui réalisent les ingénieries, les animations de formation, que ce soit les mêmes individus ou des fonctions séparées selon les établissements. Pour arriver à le faire, il est important de pouvoir s'appuyer sur des viviers d'experts par filière. S'il y a parmi vous des personnes qui travaillent dans le champ des travaux publics, la Fédération des travaux publics a par exemple monté un site web qui est un espace de mise à disposition de ressources pédagogiques communes pour le secteur, et il monte aussi des formations de formateurs pour permettre justement de se doter de la capacité de former sur ces enjeux dans leur secteur professionnel. Alors, je voudrais faire un petit zoom sur les sujets numériques, parce que je sais que, d'une part, en matière de formation, le support digital, il est de plus en plus important et ça ne va pas changer. On va continuer à y avoir de plus en plus recours, mais que aussi le numérique comme sujet de formation, et plus spécifiquement l'IA, c'est un peu, je pense, dans les grands sujets qui viennent en tête des intentions de formation pour les moments à venir. Donc, vous avez une opportunité assez fantastique de vous interroger sur les enjeux de sobriété numérique et de pouvoir porter un message tant dans la façon dont vous concevez vos formations et dont vous utilisez le numérique pour vos formations que quand vous formez sur ces sujets pour pouvoir plus largement sensibiliser les apprenants sur ces sujets-là, puisque l'empreinte environnementale du numérique et de l'IA est très considérable et une des menaces importantes à suivre. Et puis enfin, il y a cette dynamique de mutualisation qui gagne à être mise en œuvre pour que chacun ne réinvente pas l'eau tiède dans son coin. Et c'est des réseaux comme le CINOFDES, mais comme aussi d'autres fédérations professionnelles qui peuvent être des endroits de partage. Je vous citais le travail qui est fait par l'AFPA. On a fait également un focus sur le CNFPT, donc qui forme les agents de la fonction publique territoriale, qui a pris vraiment de nombreuses initiatives pour déployer une offre sur la transition écologique et intégrer la transition écologique dans la plus grande part de leur offre. Et ils sont très désireux aussi de pouvoir le partager en dehors de leur petit monde de la fonction publique territoriale. Donc, je crois que c'est intéressant aussi de réfléchir à la façon dont vous pouvez échanger avec des OF qui sont peut-être sur des champs et sur des publics un peu différents des vôtres. L'achat de formation, ça nous est apparu comme un point un peu clé. On a dit que l'achat de formation contenait maintenant de plus en plus fréquemment des mentions RSE ou des mentions environnementales, mais elles ne sont pas forcément très pertinentes. Donc nous, notre proposition, c'est aujourd'hui de demander au ministère du Travail de mettre autour de la table acheteurs et fournisseurs de formation pour pouvoir réfléchir à des critères pertinents. Ce que nous entendons par critères pertinents, pour donner un petit peu un ordre de grandeur, c'est de dire que ce qui concerne votre empreinte environnementale dans le fonctionnement de votre organisme, les déplacements de vos stagiaires, de vos formateurs, vos locaux, votre usage du digital, ça n'est pas du tout neutre, mais c'est un point sur lequel vous avez beaucoup moins de levier que les contenus même de vos formations. Donc, les critères qui tiennent au fonctionnement de votre organisme, ça devrait plutôt de l'ordre de 20%, les 80% étant centrés sur est-ce que vous formez aux bonnes compétences qui préparent les transformations des métiers que nous avons présentées tout à l'heure. Et puis, Grégoire, tu l'as rappelé, moi je l'ai vécu en organisme de formation comme beaucoup d'entre vous. Calliope a eu un effet transformateur pour le secteur professionnel. Donc, intégrer dans Calliope des éléments liés à la transition écologique, c'est aussi une façon de s'assurer qu'on fait avancer la profession de façon harmonisée par rapport à ce sujet-là et que vous ne vous retrouvez pas un peu démunis par rapport à des critères et des exigences qui peuvent varier d'un acheteur à l'autre.
Un autre enjeu important, et ça c'est un plaidoyer que nous portons auprès des financeurs publics, hein, notamment les régions, le FNE, c'est de pouvoir préserver les financements dédiés à la transition écologique. Ils sont fréquemment mis dans un grand paquet qui s'appelle les transitions, et dans lesquels vous allez avoir la transition démographique, la transition numérique et la transition écologique. On connaît la capacité des sujets numériques à être dans la prédation des ressources disponibles. Donc, nous invitons à sanctuariser les financements dédiés sur les sujets environnement dans le FNE. Et on sait bien sûr que le FNE, cette année, c'est beaucoup moins riant que les années passées. Le Fonds de transition juste, qui a fait l'objet d'ailleurs d'une récente publication du réseau Action Climat, que je vous invite à consulter, pour vraiment sanctuariser des financements à cette destination-là. Et enfin, il s'agit aussi de former les acheteurs. Alors, on pourrait le dire sur d'autres sujets formation, mais qu'ils soient conscients des transformations des métiers du fait de stratégies climatiques pour pouvoir organiser des formations pertinentes pour ces métiers. Le dernier levier que je voulais développer avec vous, c'est le levier de la pédagogie. Le point important, c'est vraiment de pouvoir dépasser ce stade de la sensibilisation dont on parlait pour être sur des ingénieries pédagogiques qui soient proches de l'action, qui soient aussi adaptées au public dont on a parlé, plus de 90% ouvriers et techniciens. Donc ici, on voit toute la richesse de formats qui sont des formats collectifs, qui sont des formats actifs, avec des durées suffisantes. En dessous d'une journée, pour être schématique, on ne va pas développer des compétences métiers pour la transition écologique. On va peut-être faire une sensibilisation utile, mais encore cette sensibilisation sera-t-elle utile si elle comprend un volet de préparation du passage à l'action? C'est aussi de s'assurer de la qualité des contenus de formation. On connaît les effets Eldorado en formation. Quand un sujet est à la mode, beaucoup peuvent être enclins à aller dessus sans forcément avoir une maîtrise des compétences et des contenus. Or, former de façon insuffisante toute formation de façon inexacte sur les gestes professionnels. Je suis en train de regarder le sujet des pompes à chaleur en ce moment. On voit que dans les premières mises en place de pompes à chaleur, il y a eu des erreurs dans les installations qui font que l'efficacité énergétique, la performance énergétique attendue n'est pas au rendez-vous. Et cela met le doute sur la qualité des installations et la qualité des formations qui ont été délivrées auprès de ces entreprises-là. Donc, il est vraiment essentiel de pouvoir assurer la qualité de ces contenus et donc de travailler avec des experts métiers dans la conception de ces formations. Et puis enfin, il y a encore un levier très puissant avec la mesure des effets des actions de formation et le repartage des effets des actions de formation, de pouvoir vraiment diffuser. Un formateur me donnait l'exemple d'une formation menée sur de la performance énergétique dans la gestion d'une commune où effectivement les consommations énergétiques avaient baissé d'une façon tout à fait sensible suite à la formation mise en œuvre. Donc quand on peut démontrer ça, c'est la meilleure publicité qu'on peut faire sur la valeur ajoutée d'une formation. Voilà pour les leviers. Je vous ai remis là dans une petite diapo globale, mais je pense qu'Hélène en pourra partager si c'est souhaité le diaporama avec les participants. Voilà, mais les différentes ressources qui sont à votre disposition sur notre site, et notamment cette fiche action pour vous, organismes de formation, qui vous récapitule les enjeux dont on parle là, les questions à vous poser pour l'intégrer dans vos pratiques, et puis un certain nombre de recommandations de mise en œuvre. Merci infiniment, Cécile. C'est vrai qu'il y avait les fiches actions, notamment celles dédiées à l'organisme de formation, parce qu'il y en a d'autres de mémoire. On l'avait diffusé, je crois, dans la précédente newsletter du CINOFDES. Mais du coup, vous allez avoir accès directement. Juste avant de te donner la parole, Grégoire, je voudrais réagir sur les leviers que tu as présentés, Cécile, où nous, au côté CINOFDES, ils ont deux thématiques qui font sens. C'est tout ce qui touche à l'empreinte carbone. On a au sein du CINOFDES un groupe de travail qu'on a appelé Clause Carbone, et on a, comment dire, émis un état des lieux de la commande publique, de tout ce que souhaitent aujourd'hui les financeurs, exigent plutôt, dans les appels d'offres. Donc on est sur ce sujet-là, et c'est vrai que la position du CINOFDES, c'est
de proposer plutôt, on est évidemment favorable à un bilan carbone, mais par organisme de formation, donc un bilan carbone un peu global et sur une durée un peu plus longue qu'une année, par exemple. Que ça soit un peu plus souple que Calliope. Et pour faire le lien avec ce que tu disais sur Calliope, alors évidemment, on en a déjà parlé, hein, Cécile, mais nous, on est complètement alignés sur les précaux du Shift, hein, à savoir que plutôt que chaque financeur ait des exigences au niveau indicateurs de transition écologie, que c'est plutôt que les indicateurs soient intégrés directement dans Calliope, hein, qui est quand même la première pierre angulaire lorsqu'on est organisme de formation. Et puis au moins, ça serait demandé une fois. Ça serait demandé dans le cadre de Calliope, mais sur un tronc commun et un tronc unique. Donc nous, on rejoint complètement cette position. Et d'ailleurs, on va proposer, donc on enverra à tous les adhérents Synovdes et UROF, 3 ateliers pour travailler, pour proposer des indicateurs RSE sur Calliope que derrière on pourra faire remonter au ministère du Travail. Donc on lancera cette communication par mail, hein, vous recevrez directement un appel à sollicitation dans vos boîtes mail. Voilà, Grégoire, est-ce que tu souhaites réagir? Oui, évidemment, j'ai plein de choses à dire. Je vais essayer de faire le plus court possible pour laisser un peu plus de place aux échanges. Néanmoins, alors déjà, moi, oui, je tiens collectivement je vous invite collectivement à aller chercher des fiches actions par type d'acteurs et à les transmettre à vos partenaires dans les territoires. Je pense que c'est utile d'aller voir votre OPCO au niveau régional, d'aller voir votre collectivité, de leur transmettre ces fiches actions. Ça peut parfois amorcer des discussions qui sont intéressantes sur le rôle de chacun, les responsabilités de chacun, et ça, c'est un premier axe, une première action de mise à l'action. Moi, je vais réagir sur 3 leviers qui résonnent particulièrement pour moi en tant que tête de réseau. Je vais commencer par écologiser les formations existantes, parce que oui, il faut qu'on intègre systématiquement une dimension environnementale contextualisée par métier dans nos formations. Former à la bifurcation écologique sans changer de référentiel, c'est comme faire du vélo sans chaîne. Tu pédales, mais en fait, t'avances pas. Notre enjeu, il sera de construire avec les employeurs et les branches professionnelles un chantier pour identifier les compétences nécessaires et les enjeux d'avenir. Encore une fois, tout seul, les organismes de formation ne pourront pas entamer cette transformation. On va avoir besoin de coopérer, je l'ai déjà dit. Et nous, notre rôle en tant que tête de réseau, ce sera d'identifier les bonnes pratiques de certains, d'identifier les structures capables de vous accompagner, d'être capable de vous outiller et de pouvoir ensuite les disséminer dans les territoires. Ça, c'est pour moi le premier chantier que je me donne en tant que tête de réseau, c'est comment accompagner les organismes de formation dans cette écologisation des formations, parce qu'en fait, c'est un gros chantier. Et aujourd'hui, la principale chose, moi, qui m'est remontée par les organismes dans le territoire, c'est oui, mais comment je fais? Comment je peux m'assurer d'avoir le bon expert, d'avoir les bonnes pratiques pour faire cette transformation des modules de formation? Deuxième enjeu, en fait, ce sera comment est-ce qu'on finance cette ingénierie des nouvelles formations. Parce que concevoir pour de nouveaux métiers, repenser l'existant, ça demande du temps d'ingénierie pédagogique. Et ce temps, il ne doit pas être porté et financé uniquement par l'organisme de formation. C'est trop compliqué, ce sera trop lourd. Donc il faudra retrouver le chemin de la co-construction, perdu avec la commande publique. Et donc nous, notre rôle en tant que tête de réseau, que ce soit au niveau régional ou national, ce sera de faciliter des ponts avec les OPCO, avec les branches, avec les conseils régionaux. On va devoir retrouver le chemin de se mettre autour de la table pour anticiper l'avenir. Et je l'ai gardé pour la fin, mais en fait c'est peut-être le premier levier à mettre en pratique et pour lequel, en tant que tête de réseau, je souhaite que l'on investisse du temps, c'est la formation des formateurs. Professionnaliser nos équipes pour sortir du greenwashing pédagogique. Parce que former à la transition, c'est pas simplement ajouter une diapo du GIEC sur la dernière page, c'est repenser nos pédagogies. Et là, notre rôle en tant que tête de réseau, encore une fois, ce sera d'ouvrir au sein de la branche, au sein de notre secteur, un chantier collectif pour identifier les mutations, anticiper les besoins en compétences en interne et adapter nos référentiels dans une logique de prospective. En fait, on va devoir concevoir des offres de formation modulaires, accessibles et adapter la diversité de nos profils, que ce soit les salariés, nos jeunes, les bénévoles, les membres de bureaux, de direction. Tout le monde va devoir être formé à cette transition écologique au sein de nos structures. Et cette offre de formation, elle devra couvrir tant les fondamentaux, écologie, justice sociale, mais aussi des enjeux pratiques. Achat responsable, mobilité durable, gestion associative verte. On va devoir réinvestir ce champ de la formation en interne pour se projeter vers l'avenir. Et je vais aller très vite, mais je vais vous présenter ce qu'on essaye de faire à la Fédération nationale des UROF. On a déjà lancé des expérimentations au niveau local.
Je peux penser à l'Urof Île-de-France qui a par exemple planché pendant plusieurs mois pour essayer de constituer une charte des bonnes pratiques environnementales. Qu'est-ce que ça veut dire pour un organisme de formation? On a en PACA notre UROF qui, pareil, a fait un groupe de travail pour essayer de se projeter sur l'évolution des métiers. Quelles futures compétences on va devoir mettre en œuvre au sein de nos organismes? Ben voilà, on essaye de mutualiser ces réflexions pour pouvoir investir collectivement sur nos transformations. Euh, Au niveau de la Fédération nationale, on a tenté de monter un projet vert sous l'AMI CMA, appel à manifestation d'intérêt, compétences et métiers d'avenir, France 2030. On a monté un projet autour des métiers du déchet. Et en fait, l'objectif de ce projet, c'est certes de former des professionnels dans le monde du déchet, mais en fait, c'est avant et surtout de créer une démarche co-construite entre entreprises, financeurs et OF. L'objectif pour nous, c'est de construire une recette pour identifier les besoins dans les territoires, construire des référentiels des parcours de formation, identifier le public et le mobiliser sur ces questions, parce que c'est vrai qu'on n'a pas traité cette question des publics, mais on a également un enjeu de sensibiliser, de mobiliser les publics sur les nouveaux métiers, sur les nouvelles compétences, de former ces publics et ensuite de les accompagner vers l'emploi. Donc nous voilà, on essaie de monter un projet et on aura les réponses d'ici quelques jours si tout va bien, pour pouvoir essaimer dans les territoires, essayer d'innover et de voir comment, en mettant tout le monde autour de la table, parce qu'encore une fois, on a un peu oublié cette pratique, mais de mettre autour de la table pour créer des parcours de formation complets qui répondent aux besoins de l'employeur, qui répondent aux besoins du bénéficiaire et à son envie, et qui soient financés derrière. Et ben en fait, ça, il va falloir qu'on réapprenne à le faire, et c'est l'enjeu de ce projet que l'on essaye de monter, nous, en tant que fédération. Donc voilà, moi j'en finis par là. La transition, de toute façon, elle ne se décrète pas, elle se prépare, elle se finance et elle se professionnalise. Et moi, merci encore le Shift parce que vous nous donnez des outils, vous nous donnez des trajectoires. Maintenant, il reste à nous, organismes de formation, d'en faire une réalité opérationnelle. Parce qu'encore une fois, il va falloir sortir de l'injonction pour en faire des pratiques. Et je tiens souvent à le rappeler, la transition écologique, il ne faut pas qu'on en fasse simplement un supplément d'âme, pas une nouvelle valeur que l'on défend qui soit incantatoire. Pour nous, c'est une question de transformation et de survie, donc à nous, organismes de formation, de l'intégrer dans nos pratiques, d'anticiper la bascule qui va avoir lieu, parce que, encore une fois, si on ne le choisit pas, de toute façon, elle sera subie. Donc voilà, pour moi, c'est vraiment le... Je veux en finir sur ça, parce que c'est vraiment... Il faut vraiment qu'on en prenne conscience, et je sais qu'au sein de nos organismes de formation, on a conscience que c'est un enjeu, mais on n'en a pas encore fait un enjeu de survie, parce qu'il y a tellement d'autres enjeux de survie, que ce soit les marchés du jour, les besoins en recrutement ou les problèmes de trésorerie, mais il faut qu'on le mette aussi dans notre scope, parce qu'il ne faudra pas qu'on rate la marche. Ce serait trop désastreux pour notre secteur. Merci Grégoire. Eh bien, c'est parfait, il est 11 heures. On va passer aux échanges. J'ouvre. Je vous pose 3 questions si l'un d'entre vous souhaite se lancer. Après les propos de Cécile sur le rapport du Shift Project et les réactions de Grégoire, euh, aujourd'hui, qu'avez-vous envie de faire? Est-ce que vous avez un récit à nous partager? De quoi auriez-vous besoin? Parce qu'effectivement, on est bien d'accord qu'il y a une prise de conscience générale, mais c'est vrai que c'est c'est de passer au concret, à la mise en œuvre. Il y a beaucoup de comment. Donc, il y a peut-être aussi des besoins que vous auriez envie de nous faire remonter. Est-ce que l'un d'entre vous, Alice, vas-y, tu peux prendre la parole. Ouais. Bon, bonjour Hélène, bonjour à vous tous. Nous, on a implanté donc sur Marseille, et à Marseille, il y a quelquefois de bonnes idées, malgré les réputations. Et donc, on a développé depuis peu des parcours effectivement autour de la transition éco pour sensibiliser les structures. Et on a intégré donc la réflexion autour des éco-gestes, notamment dans le service à la personne. Donc, c'est quelque chose qui fonctionne plutôt bien, malgré, j'allais dire, presque la réticence de nos formateurs qui se sont dit, un peu sur l'introduction de Grégoire et la fin du mois, en disant ça va pas être forcément la priorité des intervenants ou intervenantes à domicile de se soucier donc de la transition éco. Bon, ben, on s'est complètement planté, puisque au contraire, c'est le public donc qui fait partie des 6% formés qui finalement se retrouvent les plus moteurs et les plus dynamiques vraiment sur la question. Donc ça, c'était une belle surprise. Donc je voulais quand même le partager avec vous. Ça fait 2 ans donc qu'on accompagne notamment 2 structures assez importantes sur le territoire. Donc ça, c'est une bonne chose.
Mais forcément, on a un écueil, et là, c'est un partage d'expérience. On est complètement d'accord qu'il faut aller sur la pratique. Et donc, on a développé des compétences en interne, hein, c'est-à-dire qu'on co-construit finalement dans ces ateliers, notamment de la formation, c'est-à-dire des outils que eux-mêmes, après nous, puissent mettre en œuvre auprès des bénéfices ou auprès de leurs futures intervenantes qui intégreraient donc les structures. Et on se retrouve avec des commanditaires qui, OK, la transition éco, mais on n'est pas au Club Med. Donc, des ateliers pratico-pratiques, ça fait pas très sérieux. Quand je vous dis des ateliers pratico-pratiques, ça va être par exemple des produits, donc de créer avec elles des produits pour leurs éco-gestes de demain, donc des produits pour laver et oublions la javel et autres, par exemple. Donc, on a mis en place ce genre d'atelier et on voit qu'il y a quand même entre intellectuellement OK, on est bien d'accord pour y aller, mais côté pratico-pratique, c'est leurs éco-gestes opérationnels. C'est-à-dire qu'elles, elles sont intervenantes à domicile, ça fait partie, c'est pas la seule, hein, puisqu'elles font pas que l'entretien ménager, mais c'est effectivement donc des petites réticences qu'on peut avoir et où on doit, nous, réajuster notre contenu de formation. Et malgré tout, donc ça, c'était plutôt un partage d'expérience avec une réussite et un frein. Et après, j'avais une autre, là, c'est un peu plus, on veut aller plus loin avec les structures. Et on sait très bien que oui, c'est un sujet, mais si les obligations des structures, des entreprises n'est pas clairement définies, c'est un moyen pour nous, en fait, quand même, de faire un peu plus bouger les choses un peu plus vite. Et c'est vrai qu'on est en recherche de concrètement qu'est-ce que dit la loi, les décrets sur les obligations à venir. Ben, en fait, on ne trouve pas grand-chose. Je vous dis, à part le bilan carbone des plus de 500, et finalement, Hélène, ce dont on a déjà évoqué dans les marchés publics, notamment pour les OF. Mais pour les entreprises en général, alors soit on n'a pas les bonnes sources, mais on ne trouve pas, et ça, je pense que c'est un gros travail à faire, parce que ça peut être un moyen, que ça soit auprès des OPCO ou des structures, d'avoir quelque chose de très clair sur les engagements de demain, avec des deadlines, avec voilà. Et je pense que ça, c'est un peu ce qui manque pour pouvoir venir appuyer. Parce que comme le disait Grégoire, oui, on l'intègre dans les formations. D'ailleurs, on l'a même un peu intégré dans le CLEA. Voilà, on y a fait référence parce qu'on a bien conscience qu'il ne faut pas que ça soit un sujet à part. Mais les OPCO, il y a quand même un gros travail à faire aussi auprès des OPCO. Pourquoi mettre autant de jours? Parce qu'on dit, ben, on ne sensibilise pas en une journée. Une fois qu'on a sensibilisé, c'est qu'est-ce qu'on en fait? Comment on se l'approprie dans son quotidien? Comment on communique auprès des bénéficiaires si on intervient à domicile? Comment on communique auprès de la future intégrante? Voilà. Et donc, on travaille on nous a dit, mais pourquoi vous faites de la communication dans vos parcours? Ben, parce qu'une fois qu'on est sensibilisé, qu'est-ce qu'on en fait? Moi, intervenante, j'ai besoin de savoir comment je le traduis dans mon entourage professionnel, et donc il a fallu vraiment convaincre, et c'est pour ça que je dis, si on a en plus des supports on va dire simples, pour pouvoir communiquer auprès des OPCO, auprès des structures, que ça soit des structures associatives ou entreprises, bah, ça serait vraiment voilà, un gros plus. Voilà, je ne prends pas toute la parole. Merci Alice. Cécile, tu veux réagir? Oui, absolument. Merci de votre exemple, Alice, parce que je le trouve super inspirant et je ne fais pas partie des gens qui pensent qu'à Marseille, c'est moins bien qu'ailleurs. Au contraire. Ça me faisait penser à plusieurs exemples et travaux peut-être qui peuvent aussi vous donner un peu de grain à moudre par rapport aux défis que vous relevez. C'est la question des co-bénéfices, en fait. Quand on adopte des pratiques plus respectueuses de l'environnement, hein, à l'exemple de ce que vous donniez sur les produits d'entretien qu'on utilise, on pense aussi à des éléments de soins. Je pense qu'il y a des questions de gestion de l'eau aussi dans votre région qui sont hyper importantes. On peut avoir des co-bénéfices assez rapides sur la santé et sur la fidélisation des salariés, qui, dans le secteur de l'aide et du soin à domicile, sont quand même des problèmes
majeurs avec lesquels le secteur se débat. Et je voulais juste porter à votre attention, parce que je ne sais pas si vous le savez, nous avons publié un rapport sur le secteur de l'autonomie en 2024, donc qui, à l'image de ce qu'on a fait pour la formation continue, a été construit avec les acteurs du secteur. Je n'ai plus en tête le nom de la fédération, mais je vais vous remettre le lien vers ce rapport dans le chat, où ils étaient très sensibles justement aux démarches. Donc je pense que, vous voyez, c'est quand on parle de notre clé de voûte, si le secteur de l'aide à domicile et du soin à domicile se dote d'un plan pour effectivement décarboner ses pratiques, alors vous pouvez appuyer aussi votre offre de formation et vos contenus de formation sur le fait que ça sert un plan stratégique et que ce ne sont pas des ateliers récréatifs comme on semble parfois vous le reprocher. Et puis, je ne sais pas si vous travaillez avec l'OPCO Santé, mais comme tous les OPCO, ils ont été amenés à retravailler leur offre de services pour accompagner autour de la transition écologique et ils ont de l'intérêt effectivement pour des démarches et pour des offres qui répondent à ce type de besoin. Voilà, donc Merci. je pense que vous avez les alliés possibles ici. Et voyez, en fait, le levier qui leur a le plus parlé, ce n'était pas des leviers réglementaires, parce qu'ils sont assez peu présents dans le sujet dans le secteur sanitaire et médico-social, mais c'est des co-bénéfices sur la santé et la fidélisation des salariés, parce qu'il y a des enjeux tellement forts là-dessus que c'est par cet angle-là qu'ils l'ont pris. Je me permets de rebondir. Merci beaucoup, Cécile. Moi, je me permets de rebondir parce que ce que vous avez dit, Alice, pour moi, résonne beaucoup dans, en fait, la nécessité et la difficulté d'aller rechercher ce qui va nous être imposé. L'aspect notamment réglementaire. J'ai essayé de faire, moi, il y a quelques mois, un inventaire des contraintes réglementaires impactant les organismes de formation sur la transition environnementale. Alors déjà, nous, en tant que structure, on est impacté par une multiplicité de normes parce qu'en fait, il n'y a pas que le bilan carbone, il y a la loi AGEC, il y a la loi climat et résilience, la loi mobilité qui va nous impacter sur différents points sur les questions environnementales. Ça déjà, en tant que pratique, ça c'est quelque chose qui nous est imposé. En revanche, sur la construction des parcours de formation, donc plutôt sur notre aspect passeur de compétences, là c'est beaucoup plus flou. Aujourd'hui, on a du mal à avoir cet inventaire de ce qui va être demandé, et d'ailleurs, selon les financeurs, ça va être différent. Moi, c'est peut-être juste le petit conseil que je peux donner, c'est aller provoquer la discussion. Parce qu'en fait, bien souvent, ce sont des champs de réflexion qui sont en cours au sein des instances finançant ou étant dans la prescription de la formation professionnelle. Là, hier, j'ai été contacté par le conseil départemental du 93 qui lance un chantier sur comment est-ce qu'on va pouvoir écologiser un peu les parcours, les formations, comment est-ce que vous pouvez nous aider. Bon bah voilà, c'est bien, un conseil départemental qui se pose une question, qui vient nous voir, mais qui n'a pas de réponse toute faite, et qui va vouloir avoir l'avis des interlocuteurs de terrain pour modifier ces manières de voir les choses. Et donc moi j'ai envie de penser que acteurs de terrain, on a des choses à dire, donc allons les voir et n'hésitons pas à provoquer le dialogue, à organiser au niveau local une table ronde sur la question, ou même à aller toquer à une porte et leur proposant d'être force de proposition sur les sujets, parce que encore une fois, si on attend, on le subira. Si on laisse d'autres acteurs donner leurs clés, leurs indicateurs, leurs règles, et ben en fait, on s'y conformera. Et pour moi, le bilan carbone en est un bon et un mauvais exemple, parce que aujourd'hui, nous, qu'on soit soumis à un bilan carbone, je trouve ça écologiquement très bien, mais aujourd'hui, un bilan carbone pour une structure qui est dans des locaux prêtés par une municipalité qui sont des passoires thermiques, comparativement à un acteur lucratif qui va avoir des locaux rénovés, comment est-ce qu'on va juger, en fait, sur pièce la dichotomie entre ça et ça. Donc l'indicateur bilan carbone ne me dérange pas parce que écolo que je suis, ça me plaît. Néanmoins, pour nos acteurs de territoire, parfois dans des quartiers difficiles, encore une fois, autre exemple concret qu'on m'a donné un jour, mais un acteur de formation qui fait de l'illettrisme a besoin de beaucoup plus de papier qu'un acteur qui fait du 100% distanciel, avec un impact carbone qui est difficilement estimable. Bah oui, je suis désolé, mais là, on a besoin, nous, d'aller porter nos réalités de terrain pour que les indicateurs qui nous soient imposés demain ne soient pas mauvais. Et là, pour le coup, on a un enjeu collectif à s'assurer que les prescripteurs et financeurs l'aient bien en tête. Merci Grégoire. Et par contre, est-ce qu'au niveau réglementaire, il y a une source, à part sur le site du gouvernement que je ne trouve pas forcément plus clair non plus, sur juste l'aspect réglementaire de façon générale, pas que le secteur d'activité des organismes de formation par rapport au dernier décret?
à part l'histoire du calcul du bilan carbone, des plus de 500, il n'y a rien de... Non, non, et puis bilan carbone des plus de 500, on va vous demander vos bilans carbone par dispositif très bientôt dans vos commandes dans les futurs marchés, même si vous n'êtes pas à 500 salariés. Hein. Donc, et non, moi je n'ai, en tout cas, je vais laisser Cécile et Hélène répondre. Moi, je n'ai pas aujourd'hui de document exhaustif. Je retrouve des sources à droite à gauche. J'ai essayé de me faire mon petit inventaire moi dans mon coin, mais je n'ai pas de source exhaustive qui tient à jour la réglementation environnementale. En fait, il y a trop de sources. Enfin, il y a quand Ouais. même plein de sources réglementaires, mais qui correspondent à un bout de chacun. Donc, c'est un tout en un, ça n'existe pas. Hein. Moi, j'allais juste ajouter que vous avez les sources qui concernent la formation, qui sont effectivement principalement dans la loi climat résilience et qui vont surtout concerner les OPCO. Mais après, vous avez ceux qui concernent l'ensemble des employeurs et les obligations relatives au dialogue social, parce qu'organisme de formation, vous êtes aussi des employeurs de taille variable. Donc là, je vous renvoie à l'ANI d'avril, l'accord national interpro d'avril 2023, qui rappelle en fait, c'est un accord qui n'a pas apporté énormément de contenu nouveau, mais qui du coup récapitule un petit peu l'ensemble des obligations. Donc je dirais que ce soit pour vous, OF, comme employeur, ou que ce soit pour vos clients, avoir en tête le contenu de ce dont on doit se parler, ce qu'on doit faire en matière environnementale quand on est un employeur, c'est toujours utile. Et puis après, c'est vraiment secteur par secteur. Donc vous travaillez dans le champ de l'aide à domicile, ben, quelle est la réglementation dans ce domaine-là? Vous travaillez dans le champ, je sais pas, industriel, quelle est la réglementation? Et donc c'est à surveiller secteur par secteur. Les gros secteurs les plus suivis vont avoir aussi des directions qui les suivent au sein du ministère de la Transition écologique. Merci. Merci, Cécile. Christophe, allez-y. Euh, oui, donc en complément de, bonjour à tout le monde, mais en complément de ce qui a été dit, c'est aussi un peu une expérience de terrain. Moi, je suis pas spécialisé dans un secteur, je travaille dans plein de secteurs différents, et puisque je suis plus sur les compétences de base, on va dire, et Cléa. Pour revenir sur Cléa par rapport à ce que a dit Alice tout à l'heure, c'est quand même un épiphénomène, hein, l'environnement dans Cléa. Il faut quand même bien le percevoir comme ça. Et je suis pas persuadé que l'ensemble des formations Cléa insistent tant que ça sur cette problématique. Moi, ce que je voulais moi, ce qui me gêne là, c'est qu'on entend parler des termes obligations et de réglementaire, c'est-à-dire que c'est encore quelque chose de subi. Alors peut-être que nous, notre travail, c'est au contraire de dire, mais on n'est pas sur de l'obligation des réglementaires, on est sur un changement en profondeur de l'ensemble de la société et de façon de voir le travail et la formation et encore plus et plus encore, voilà, et qu'il faudrait réussir à faire passer le message. Moi, je vois par exemple, moi je travaille beaucoup, je suis dans un projet européen où on travaille sur les compétences vertes auprès des milieux ouvriers et dans le BTP, dans le CARE et dans la propreté. Et ce qu'on voit quand même, c'est qu'il y a des résistances des formateurs, des résistances extrêmement profondes avec des formateurs techniques. Ah oui, ils peuvent former à des choses de développement durable ou de transition écologique, mais c'est pas pour ça qu'ils sont complètement convaincus. Donc ils le font parfois par obligation, donc ça entraîne quand même des conséquences de changement de mentalité. Donc j'ai beaucoup apprécié ce qu'a dit Grégoire sur cette problématique de formation de formateurs, et il faut pas que ce soit transformé en formation alibi. Et surtout pas. Sur ce que vous avez dit, Cécile, aussi sur le problème de l'IA, parce que quand même l'IA aujourd'hui fait plus partie du problème que de la solution. Et on voit quand même beaucoup de formateurs qui sont en train de dire ah je vais prendre ChatGPT. Bah moi je suis en train de former, je suis en train de déformer mon équipe pour qu'ils utilisent le moins possible l'IA. Parce que ils sont tombés dans cette espèce de dérive catastrophique au niveau écologique, hein, voilà. Et donc je commence à leur donner des petites vidéos sur la consommation d'eau, enfin etc. que ça entraîne par rapport à l'IA. Mais ça impose d'un autre côté, on a un État qui nous dit faut faire plein de formations en distanciel. Donc voilà, enfin, on se retrouve dans quelque chose d'un petit peu schizophrénique. Enfin, ce que je trouve intéressant, mais difficile à gérer. Et pour vous donner des tout petits exemples, nous, on a fait une enquête auprès des entreprises et de nombreuses personnes de bas niveau de qualification. Alors, je confirme effectivement, les gens de bas niveau de qualification sont friands
friands de ces enjeux-là parce qu'ils en entendent parler. Mais comme je travaille avec beaucoup de personnes d'origine étrangère, quand même, les concepts, les thèmes, le lexique autour de ces enjeux-là, il est extrêmement complexe, extrêmement compliqué à faire passer. Donc voilà, donc on est en train de travailler dessus, mais c'est quand même très, très, très complexe. Voilà. Les entreprises sont friandes aussi. Vraiment, j'insiste. Moi, j'ai quand même une réception extrêmement positive. Alors, mon partenaire, parce que je suis dans un projet européen en Italie, quand même très, lui, embêté, parce que le BTP en Italie dit, bon, il n'y a aucun enjeu écologique dans le BTP. Non, mais de quoi vous me parlez? Oui, on a un petit problème d'amiante, mais à part ça, le reste, c'est sans intérêt. Donc, c'est quand même très important aussi et intéressant de voir les représentations de chacun et des enjeux financiers qui sont aussi les nôtres, hein, mais comment est-ce qu'on peut le proposer? Parce que Grégoire, tu parlais de réunion et finalement d'ingénierie en amont, c'est comment est-ce qu'on arrive à vendre cette ingénierie en amont et à se la faire financer. Et pour finir, je ne veux pas non plus monopoliser la parole, les OPCO. C'est que oui, les OPCO ils doivent changer les choses, mais ce serait bien qu'ils nous invitent pour qu'on puisse discuter ensemble. Et entre guillemets, qui n'invite pas que, il y en a peut-être aujourd'hui, hein, mais peu importe, pas que les grands opérateurs de formation et pas que les grands réseaux, parce que c'est pas forcément, j'ai rien contre AFPA, Greta et compagnie, mais ou je sais pas, c'est ce que vous voulez, c'est pas forcément les plus grands réseaux. Ils vont apporter leurs solutions, mais il y a d'autres aussi, des micros, organismes de formation qui peuvent apporter d'autres solutions. Et ce serait intéressant qu'il y ait une synergie pour pouvoir modifier les référentiels. Voilà, et inclure ces problématiques-là. Alors, je suis pas du tout dans une solution de me dire c'est désespéré, bien au contraire, mais c'est quand même un vrai changement en profondeur. J'ai peur qu'aujourd'hui on soit plus sur du saupoudrage. Alors, je sais très bien que sur le Shift Project, vous n'êtes pas du tout là-dessus, hein, au contraire, hein. Je suis beaucoup vos travaux depuis des années, voilà. Mais voilà, donc il faut réussir à éviter le saupoudrage pour aller voilà, dans le cœur du problème, quoi. Merci beaucoup, Christophe. Cécile, vas-y. Je veux bien réagir, il y a plein de choses qui résonnent et merci Christophe de votre témoignage. J'étais justement curieuse d'en savoir plus sur votre projet Brick Erasmus dont vous aviez parlé dans le chat. J'avais trois petites réactions comme ça par rapport à des choses que vous avez dites. D'abord, effectivement, je pense que c'est pas parler de transition écologique aux apprenants, mais c'est de leur parler de façon beaucoup plus concrète dans les exemples qui nous ont été donnés, qui sont vraiment intéressants. C'est des sujets autour de l'alimentation, c'est des sujets autour des déplacements du quotidien, en fait, hein, où on peut introduire ce sujet-là. Et en plus, ça rejoint l'histoire de l'empreinte écologique de la formation quand on réfléchit ensemble sur les déplacements. Et des organismes nous avaient donné des exemples intéressants aussi de partenariats qui sont faits avec d'autres acteurs de leur territoire. Par exemple, quand le centre de formation est à proximité d'un tiers-lieu où il y a production de légumes bio, par exemple, on peut utiliser un partenariat pour sensibiliser les apprenants à la question de l'alimentation. Donc ça, c'est vraiment, je pense que c'est un challenge et c'est un challenge, comme tu l'as dit, Grégoire, qui prend du temps aussi en termes d'ingénierie que de faire de la traduction de ces enjeux écologiques de façon très simple et précise et parlante dans les pratiques professionnelles d'un secteur ou sur des sujets transverses quand vous êtes dans des actions de remobilisation vers l'emploi. Et effectivement, ouais, l'alimentation, le déplacement, c'est le quotidien de tout le monde. Sur les pratiques métiers, quand même, je voulais vous redire, parce que peut-être vous le faites, mais beaucoup d'OF nous ont dit ne pas connaître les travaux des OPCO. Si vous allez, par exemple, regarder les publics qu'a fait l'OPCO EP, l'OPCO des entreprises de proximité, hein, qui a plein de secteurs et des toutes petites entreprises, ils ont essayé de décliner de toute façon, c'est très simple, hein, c'est pas très approfondi, mais du coup, ça parle bien le langage métier et en fait, ça parle aux professionnels de leur secteur. Et je pense que vous pouvez vous inspirer parce que ce boulot a été fait pour les réinsérer dans vos champs de formation. Le deuxième point, je pense, sur lequel j'ai pas assez insisté dans la présentation et vous m'y faites penser, et je pense que c'est un argument important pour vos financeurs, c'est que les emplois en croissance en lien avec la transition écologique sont des emplois, donc on l'a dit, hein, pas forcément très qualifiés, mais avec un fort potentiel d'insertion, hein. On est en train de parler du bâtiment, on est en train de parler d'emplois industriels, qui sont des emplois qui sont en tension. Bon, il y a d'autres raisons de qualité de ces emplois, hein, qui font qu'il est difficile de recruter pour eux. Et on ne doit pas oublier les efforts qui doivent être faits pour améliorer la qualité de ces emplois. Mais il y a un potentiel d'insertion qui est considérable. Et je pense que ça, c'est aussi une opportunité
peut et doit mettre en avant. Et juste sur la relation OPCO-OF, je peux vous dire que les OPCO nous disent eux aussi qu'ils sont désolés de pas pouvoir parler directement avec les OF, hein, c'est comme ça qu'ils le formulent. Je pense que c'est sur des règles d'achat et de marché public qu'ils se censurent en fait d'avoir un dialogue direct, hein, parce que nous on leur a dit mais faites des événements pour partager avec les OF les travaux de vos observatoires et qu'ils puissent s'en servir dans la construction de leur offre. Donc, je pense qu'ici, il y a quelque chose à trouver qui peut être dans des espaces de concertation un peu plus larges, hein. Je parlais des CREFOP, mais dans lesquels les OPCO ne sont pas souvent directement, hein. Donc, ça peut être aussi à l'échelle plutôt territoriale, trouver des endroits où vous pouvez dialoguer parce qu'ils en sont aussi demandeurs. Donc, ils ne parlent pas plus avec les gros, puisqu'ils sont obligés par des procédures de marché public qui les empêchent bien souvent de parler directement avec les OF. Alors, Grégoire va peut-être pas être d'accord. ah si, je vais être d'accord, je vais même dire que là on est notamment pas mal du Sin of Death, peut-être pour certains qui avons des mandats au CDE, au comité départemental pour l'emploi, les sujets de transition écologique vont être abordés. Enfin moi je le vois dans le Calvados, moi je suis mandataire dans le Calvados, on va l'aborder. Moi si le 93 m'a contacté, c'est dans le cadre du CDE, qui veulent justement embarquer un groupe de travail sur la transition écologique, donc non, il faut chercher les endroits, c'est ce que je disais un peu plus tôt, il faut aller voir les prescripteurs et les financeurs, il faut déclencher la discussion, il faut toquer à leur porte, faut pas attendre qu'ils viennent forcément à nous. Moi, Christophe, je vais pas revenir beaucoup sur ce que tu as dit, tant je suis d'accord avec ce que tu as dit, tant sur le fait qu'il manque un peu de verre dans Cléa, que aujourd'hui, il faut qu'on aille chercher nos pépites dans les territoires plutôt que d'attendre que la réglementation vienne des gros. Sur le reste, je ne reviens pas. Et peut-être dernier point sur lequel j'insiste, que tu l'as évoqué également, Christophe. Oui, attention, greenwashing pédagogique qu'on peut mettre en œuvre dans nos formations pour nous-mêmes, parce que encore une fois, la sensibilisation c'est bien, mais ça fait pas la transformation. Il va falloir vraiment aller sur des pratiques d'achat, sur la manière de faire de la formation, sur la manière de gérer le digital. Tout ça, il va falloir qu'on apprenne à se former à ça, qu'on apprenne à former à ça, et en plus, il faut le faire en même temps. Donc, c'est en fait là notre enjeu. C'est compliqué, il faut qu'on se transforme en transformant les autres. Et en plus, on a un enjeu rapide, parce que les enjeux de transformation se mesurent là en années. On est là pour 2030, pour 2040, le GPE donne les chiffres du nombre de personnes à former. Derrière, l'appareil de formation, il n'est pas prêt. Donc aujourd'hui, déjà, on sait qu'on ne pourra pas former pour 2030 le nombre de personnes qu'on doit former. Donc à nous de nous transformer vite, de nous transformer bien, et après on pourra répondre aux besoins structurels de l'économie française de former 30 millions de personnes. Mais là, on sait déjà qu'on a un petit temps de retard. Ne prenons pas trop de retard. Moi, c'est peut-être là mon alerte, et c'est là où, en tant que tête de réseau, on a peut-être notre rôle, c'est peut-être d'impulser des dynamiques. Mais derrière, il faut que dans les territoires ça prenne. Et malgré tout, Christophe, moi je reviens sur cet enjeu d'obligation. Effectivement, il ne faut pas que ça soit notre moteur. Mais malgré tout, c'est une contrainte qui existe et qui tiraille déjà des organismes dans les territoires. Donc il faut qu'on arrive à y mettre de la valeur, un enjeu moral, mais également un enjeu de survie. Et cette balance à faire, elle est très compliquée. Mais il faut occulter ni l'un, mais ni l'autre. Toute petite réponse, hein, on partage vraiment enfin, je suis 100% d'accord. Et pour répondre à Cécile en même temps, en fait, très rapidement, mais on pourra se reparler ailleurs, hein, pourquoi pas sur le projet européen dans lequel on est. Le projet, on passe d'abord par la formation de formateurs, pour après aller former les autres personnes. Et c'est vraiment l'enjeu qui a été posé très clairement. C'est-à-dire que oui, ok, le public final cible, on va dire, mettons les ouvriers du BTP ou de la propreté, peu importe, mais la cible intermédiaire qui est peut-être plus importante finalement que le public final, ce sont bien les formateurs. Comment est-ce qu'on les forme pour qu'ils arrivent à faire passer ces choses-là? Voilà. Et c'est vraiment là l'enjeu central de notre projet. Et ça répond à ta question aussi. C'est intéressant que vous, comme Alice, vous fassiez état de résistance chez les formateurs, je ne sais pas, parmi les autres participants. Là, si vous voulez lever la main si chez vous aussi, dans votre organisme, c'est finalement les formatrices et les formateurs que vous avez le plus de mal aujourd'hui à convaincre de la pertinence. C'est le cas, en tout cas, pour une autre personne. Je ne sais pas si vous avez envie d'en dire un peu plus, Stéphane, ou... Oui, bonjour. 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 Oui, moi, comme je le disais dans le chat, on essaye au niveau de notre fondation. On a fait un grand rapport d'activité en reprenant les grandes valeurs de la fondation et à la fin des valeurs vient la transition écologique.
Et notre directrice générale s'est dit, bon, c'est bien gentil, toutes ces valeurs, mais concrètement, au-delà de les écrire, comment est-ce qu'elles s'incarnent? Et donc, on a mis en place des groupes de travail pour voir concrètement comment faire vivre ces différentes valeurs, et notamment celle de la transition écologique dans laquelle je me suis inscrit. Euh, pour l'instant, quand effectivement, alors merci pour le webinaire, c'est super, ça me donne toujours ça me redonne de la pêche parce que je le vis pas comme ça dans le quotidien, c'est plutôt subi, voilà, le ressenti, au-delà des contraintes économiques, hein, mais déjà même sur les sujets de l'écologie de manière générale, de l'état du monde, des discours de grands dirigeants mondiaux qui vont pas forcément dans le sens d'une transformation, mais plutôt enfin bref, voilà, comme s'il n'y avait pas de problème. Donc merci pour ce type de webinaire. L'idée, c'est qu'effectivement, moi, je me débat avec l'équipe là sur l'IA, par exemple. J'ai de plus en plus de gens dans l'équipe qui euh, enregistrent leur bilan d'entretien à l'oral et l'IA leur écrit, quoi. Alors ils retransforment et donc ça devient une pratique quotidienne. Donc qui s'impose à nous et on est 13 formateurs et il y en a déjà 6 qui sont là-dessus, quoi. Voilà. Donc la moitié de l'équipe et l'autre moitié qui dit ouh là non c'est dangereux l'IA. Donc voilà. Et puis après, on réfléchit sur effectivement comment rendre concret. C'était intéressant le témoignage de Christophe aussi. Enfin, moi, j'appelle de mes voeux effectivement à élargir et à grandir, mais ça ne me semble pas très simple pour l'instant. Donc, je vais intégrer nos échanges là du jour et puis voir comment faire infuser ça dans l'équipe. Voilà. Merci Stéphane. Il est 11h27, est-ce qu'il y a d'autres réactions? Cécile, est-ce que tu veux parler du focus group que tu souhaitais mettre en place? Ah, attends. Oh, ça, c'est gentil, ça. Merci beaucoup. Alors effectivement, en fait, nous poursuivons les travaux là dans le cadre d'une future publication pour l'année prochaine, qui sera un petit peu ensemblière comme le plan de transformation de l'économie française que nous avons publié en 2022. Peut-être certains d'entre vous l'ont connu. Et donc nous faisons des focus sur des besoins emploi et formation, cette fois un petit peu plus fins et concrets, sectoriels. Et nous commençons par le bâtiment. Donc, j'organise tout prochainement un focus group où je propose aux OF qui travaillent sur des formations autour de la rénovation énergétique du bâtiment et plus spécifiquement, mais pas exclusivement, des pompes à chaleur, de pouvoir venir échanger avec d'autres OF sur comment vous faites évoluer votre offre, comment vous formez vos formateurs, comment vous arrivez à transformer ça. Donc, s'il y en a parmi vous qui formez dans ce domaine-là et être intéressés de venir, je vous propose de me contacter par mail. Je ne sais pas si on voit mon mail là où je vais vous le mettre là. Et je vous partagerai les dates Et puis on le et toute mettra précision utile. Oui, et on pourra le mettre, si tu veux, là, voilà, dans le petit message Ouais, avec le de replay de support de synthèse. communication, on Voilà. mettra des ressources que j'ai notées, on mettra les fiches projets, les fiches actions, pardon, du Shift, ce que tu as posté, Grégoire, sur le label ESS, et on Ouais. mettra à ce moment-là l'appel à sollicitation pour participer à tes ateliers. Voilà. Et on commence par le logement, mais il y en aura aussi autour de la formation dans le domaine des transports assez prochainement. Donc, et d'autres secteurs, énergie et industrie, sont à venir. Merci Cécile. Merci On pour va la tâche de clôturer. publicité. Merci à vous, hein, c'était hyper intéressant. Merci Cécile, merci Grégoire. On se retrouve prochainement en septembre avec la CDC pour un webinaire organisé par le CINAFDES. Et d'ici là, merci à tous et passez un bel été. Au revoir. Merci beaucoup. Merci à tous.